Bienvenue à tous, désolé pour les petits problèmes techniques. Il semble que le son marche, la musique marche, tout semble marcher. Donc je m'excuse pour ces problèmes. Le sujet de ce soir, c'est comment nourrir la communauté sacrée. J'en parle depuis quelque temps. Et aussi, j'ai travaillé avec différentes communautés depuis longtemps, depuis ces 20 dernières années. Et quand j'étais beaucoup plus jeune, donc j'ai une certaine expérience. Et je vois clairement qu'il y a beaucoup encore à apprendre de manière personnelle, beaucoup à évoluer, qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles travailler dans les communautés. Et je crois vraiment que notre propre pratique, si on la pratique de manière authentique, l'idée c'est de ramener ces pratiques dans la communauté, et particulièrement au niveau du service, de ramener l'idée de service dans la communauté. Donc pendant ce webcast, j'aimerais aider les groupes de personnes qui essayent de se rassembler avec une intention sincère, les gens qui ont envie de se connecter les uns aux autres et de former une communauté, d'avoir une pratique ensemble, de se soutenir les uns les autres, d'aider l'environnement, d'aider leur manière de vivre, de penser, et d'avoir un maître autour d'eux pour les aider à apprendre. C'est un rêve que nous avons tous. Et parfois, nos rêves peuvent être irréalistes. Parfois, on doit devenir un peu plus réaliste. Parce qu'il n'y a pas d'endroit sur Terre où vous pouvez aller et où il n'y a aucun problème, où tout le monde est heureux, tout le monde sourit, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de conflit, rien du tout. Cet endroit-là, sur cette Terre, je ne l'ai jamais vu. Et je ne m'attends pas à le voir. À moins que j'atteigne le corps lumineux et que c'est un endroit au-delà de cette terre et de cette terre. Pardon. Donc c'est important de ne pas avoir des fantasmes à ce sujet. Si vous avez des difficultés dans une communauté, ça ne sert à rien de vous échapper et d'aller dans une autre communauté parce que vous pourriez rencontrer les mêmes problèmes et il y a quelque chose qui doit peut-être changer en vous. De la même manière, si vous avez des problèmes dans une relation donnée, ça ne sert à rien forcément de se débarrasser de cette relation et de trouver quelqu'un de parfait, l'homme parfait, la femme parfaite. Et je crois que c'est très difficile de trouver cette personne à moins que vous ayez changé à l'intérieur, que vous ayez grandi et que vous ayez grandi dans la relation que vous avez avec vos douleurs. Et ensuite, si vous avez changé cette personne qui a des difficultés dans ses relations, là ce sera possible de trouver une relation, pas parce que la personne que vous allez rencontrer est parfaite, mais parce que vous avez changé votre manière de vous relationner. Donc il n'y a pas de relation ou de communauté parfaite à moins que vous ayez changé. Donc de la même manière, je crois vraiment que la manière de construire une communauté sacrée a à voir avec le fait de construire sa propre pratique. Et la pratique que j'ai enseignée ces dernières années et dont je vais parler,
C'est simplement lié à notre pratique. Donc notre pratique ne devrait pas seulement se faire sur le coussin, mais elle devrait venir vivante dans toutes les situations de notre vie. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. 3 choses dont je vais parler tout d'abord. Soyez vraiment ouverts. Quand je parle du refuge intérieur et de l'espace illimité, on parle de la vue illimitée. En fait, ça se traduit de manière très simple. C'est d'avoir un cœur ouvert, d'être ouvert, l'ouverture. Qu'est-ce que ça veut dire d'être très ouvert? Bien sûr, en construisant des communautés, quand on parle de ça, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a 2 personnes, plus de 2 personnes ou 3 personnes, des personnes qui ont des opinions différentes, des sources différentes, des connaissances différentes, des expériences différentes, on ne va pas être toujours d'accord. Il y aura beaucoup de diversité. Et la beauté d'une communauté de la Sangha, c'est la diversité. La Sangha, elle peut grandir avec cette diversité. Mais ça nécessite une certaine ouverture par rapport à l'opinion des autres. Sinon, ça ne marche pas. L'ouverture envers quelqu'un d'autre, envers ses opinions, envers ses suggestions, ça va apporter plus de connaissances, plus d'idées, et ça pourrait vous enseigner quelque chose, peut-être vous faire prendre conscience que la direction dans laquelle vous allez, ce n'est pas la bonne, et vous devez y réfléchir à nouveau. Mais si vous êtes fermé, et depuis cette fermeture, si vous réagissez à quelqu'un en lui disant ou lui montrant que ce qu'il dit n'est pas assez bien, pas assez valable, si vous avez fait des commentaires négatifs par rapport aux suggestions ou aux commentaires de quelqu'un, c'est ça qui crée des problèmes. Et particulièrement pour les gens qui sont dans des rôles de responsables, les gens qui prennent des décisions, par exemple les membres d'un conseil ou les coordinateurs, ou les gens qui sont des guides pour la pratique, les gens qui sont supposés être des enseignants, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes, une position de pouvoir d'aider ou de guider les autres, il y a une grande nécessité à être ouvert. Parce que je vois toujours, encore et encore, un manque de cette ouverture dans des hauts niveaux dans les organisations, et je vois que ça crée beaucoup de difficultés et de conflits. Bien sûr, on n'est pas des êtres éveillés. On ressent nos propres limitations humaines, on se sent inconfortable avec certaines personnalités, on sent que c'est difficile d'ouvrir avec certaines personnes, c'est normal. Il n'y a rien de faux là-dedans. Mais pour autant que vous reconnaissez que c'est comme ça que vous vous sentez, que vous n'êtes pas ouvert par rapport à telle ou telle personne, par rapport à la façon dont cette personne parle, et que vous vous rendez compte que vous devez travailler avec votre ouverture, le moment où vous faites ça, votre cœur s'ouvre et votre connexion s'approfondit, votre conscience s'étend. Immédiatement, vous pouvez voir un changement aussi à l'intérieur de l'autre personne. Ça change ce que les autres vont dire, la manière dont ils se comportent. Donc l'ouverture, c'est le numéro 1. La clé numéro 1. J'en parle toujours dans le refuge intérieur, c'est cet espace illimité à l'intérieur de nous. Plus vous vous trouvez près de cet espace à l'intérieur de vous, plus vous allez voir les autres, et plus vous voyez les autres à travers ses yeux, plus vous allez avoir accès à la créativité, aux solutions, et
et au conseil dont vous avez besoin pour trouver votre chemin. Donc ça, c'est la qualité numéro 1. La qualité numéro 2, c'est d'être conscient. Donc en fait, d'abord l'ouverture, ensuite la conscience. Quand on parle des pratiques de refuge intérieur, on parle de cette conscience d'une manière très spécifique. On parle de la conscience de soi, du soi. Et dans ce contexte, construire une communauté sacrée, c'est un petit peu différent, mais c'est le même principe. Ce dont je veux parler ici, c'est d'être conscient, ça veut dire ne pas être seulement conscient de ce que vous ressentez, mais aussi de votre entourage et de la manière dont vous impactez votre entourage. Être conscient de l'autre personne, être conscient d'une situation, être conscient de la manière dont les autres se sentent, être conscient de la douleur des autres, être conscient des difficultés des autres. Donc ça veut dire étendre votre conscience de vous-même, de votre individualité à un espace collectif. Donc le premier aspect, c'est l'ouverture. C'est pas juste l'ouverture par rapport à votre espace individuel, mais vraiment vers cet espace collectif. Si vous êtes seulement focalisé sur comment vous vous sentez, vos limitations, votre anxiété, votre colère, et que vous êtes toujours en train d'agir depuis cet endroit de peur, de colère, d'anxiété, c'est vraiment un espace de corps de douleur. Donc quand on parle d'ouverture, c'est vraiment l'idée de transcender cet espace individuel vers un espace collectif, un espace où vous êtes capable de voir les autres. Donc la capacité de voir les autres, la capacité de sentir les autres, la capacité de voir les besoins des autres, c'est très important. C'est une clé très importante dans la construction d'une communauté sacrée. Parce que la communauté, ça veut dire plus d'une personne. S'il s'agit seulement de vous, vous n'avez pas besoin de prêter attention aux sentiments des autres, mais s'il s'agit de communauté, c'est important de savoir comment les autres se sentent. Donc il s'agit vraiment d'étendre votre conscience de votre espace individuel à l'espace collectif des autres. So collective space. Just for imagine, like if you, for example, just think about it. Donc imaginez-vous ceux d'entre vous qui sont dans une position et travaillent dans une communauté. Particulièrement si vous avez des difficultés avec certaines personnes. Just feel that how you're feeling. Imaginez comment vous vous sentez et imaginez comment les autres se sentent dans cette situation. Imagine how other persons are feeling. Vous savez très bien comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez avec vos limites, avec votre douleur, avec votre confusion, avec vos opinions des autres, vous ressentez par rapport à ce que les autres gens ont fait, disent qu'ils devraient faire. Mais est-ce que vous avez aussi un sens de ce que les autres sont en train de traverser? Bien sûr, dans les enseignements, quand on parle de compassion, de bodhicitta, on parle aussi d'empathie et de compréhension de la douleur des autres. Vous êtes seulement capable de sentir la douleur des autres si vous êtes ouvert. Si vous n'êtes pas ouvert, vous ne pouvez pas voir la douleur des autres et vous ne les ressentirez pas non plus. Et vous n'aurez de ce fait pas d'empathie par rapport à leur douleur. Et vous allez insister sur votre propre perspective, sur vos propres idées, sur vos propres actions. Donc cette clé numéro 2, cette conscience, c'est très important. Être conscient de l'espace collectif et de la situation collective. Le numéro 3, la clé numéro 3.
c'est de ressentir la chaleur. Si vous êtes ouvert, si vous êtes conscient et connecté à vous-même, naturellement, vous aurez plus de chaleur. Cette chaleur, ça veut dire que vous vous sentez confortable, vous vous sentez OK, vous ne vous sentez pas menacé ou mis au défi. Quand vous vous sentez comme ça, il y a plus d'espace pour les autres, pour d'autres situations, pour la douleur des autres. Donc cette chaleur est très importante et c'est important d'en faire l'expérience. Vous allez faire l'expérience de cette chaleur de plus en plus, plus vous vous sentez ouvert et conscient. C'est à travers cette chaleur que vous faites les choses. Vos actions de votre corps viennent à travers cette chaleur. Ou bien vos paroles, quand elles viennent, elles s'expriment à travers cette chaleur. Et vos pensées, quand elles s'expriment, quand elles s'élèvent à travers cette chaleur. Quand tout ça vient de cette chaleur, il y a beaucoup plus de réceptivité. Parce que tout le monde est attiré par ça. Quand on se promène dans la rue et que vous ressentez de la chaleur dans les yeux de quelqu'un, par exemple, vous vous sentez attiré par cette personne. Quand vous entendez la chaleur dans la parole de quelqu'un, vous êtes aussi attiré par cette personne. Et quand vous voyez la chaleur dans les pensées de quelqu'un, vous ressentez aussi de l'attraction par rapport à cette personne. Donc nos propres actions du corps, de la parole et de l'esprit devraient se manifester à partir de cette chaleur. Et cette chaleur, elle sera là si on est plus ouvert et plus conscient. Donc ces trois qualités, elles sont comme l'espace, la conscience et l'action. Au niveau interne, on peut parler des trois kayas. Et au niveau très ordinaire, j'essaie de vous parler de ces qualités dans le fait de construire une communauté sacrée. Donc on a travaillé avec ces qualités, avec le programme des 3 portes, ce programme que j'ai commencé il y a un moment. Il y a des centaines de personnes qui suivent cet entraînement en ce moment et ça a un impact incroyable. Ça transforme leur vie parce qu'ils travaillent avec des choses bien spécifiques dans leur vie en y appliquant ces principes. Now, I go back again. So these are, practices of openness, donc ces pratiques d'ouverture, de conscience et de chaleur, ce sont nos pratiques spirituelles. Et ce sont les pratiques qu'on doit amener avec nous dans la communauté sacrée de manière très active. Personally, I know, Personnellement, je sais que quand on fait des retraites, quand on enseigne, on parle toujours de ces principes. Et dans les organisations, on ne les applique pas assez. Par exemple, dans le Gompa, vous allez les pratiquer et au bureau, vous oubliez. Mais depuis le Gompa jusqu'au bureau, c'est important de les amener avec vous. Comment ? En tant que groupe, en tant que personne qui dirige ces organisations, c'est votre responsabilité d'amener ces qualités. Donc il faudrait qu'il y ait un peu plus d'espace, un peu plus de temps pour connecter les uns aux autres. Pas toujours travailler, mais qu'il y ait des moments pour que les gens puissent connecter. Et ensuite, l'autre chose, c'est... Parfois, je crois que c'est très bénéfique
Les gens qui travaillent dans les communautés, ils traversent parfois des difficultés parce qu'il y a tellement de choses à gérer et tellement de personnes différentes et tout le monde vient vers vous en pensant qu'ils sont une priorité et ils ne savent pas en fait que vous avez déjà vu 100 personnes avant eux et qu'il y en a encore derrière qui attendent des réponses. Et ça peut être très difficile parfois. Et quand vous traversez ce genre de difficultés, je dis toujours, prenez les 3 pilules. La pilule blanche, la pilule rouge, la pilule bleue. Peut-être que certains d'entre vous se demandent ce que c'est. La pilule blanche, pilule rouge, pilule bleue, ça veut dire simplement, pendant un moment, ressentez la tranquillité de votre corps. Au lieu de porter votre attention sur ce qui vous dérange en ce moment, portez votre attention à votre corps et soyez-en conscient. Et la deuxième chose, quand vous traversez des difficultés, au lieu de réagir immédiatement avec votre parole, soyez simplement conscient du silence. Écoutez et ressentez le silence. Même si cette personne qui est assise en face de vous et qu'elle attend une réponse de vous, pendant un moment, pendant quelques secondes, c'est ok de l'ignorer et simplement de porter votre attention à l'intérieur, vers le silence intérieur. Juste quelques secondes. Vous allez l'entendre, vous allez le ressentir et ça va vous changer. Ça va changer la manière dont vous allez répondre à la situation et à cette personne. La troisième pilule, la pilule bleue, l'espace de l'esprit. Vous ressentez des difficultés et vous voyez que vous vous tendez dans votre corps, dans votre cœur. Vous prenez conscience de ça. Vous portez attention vers votre esprit, vers votre cœur. Et vous ressentez l'espace. Et immédiatement, à chaque fois que ces difficultés arrivent, changez votre attention, portez-la vers l'intérieur, vers la tranquillité de l'esprit, vers le silence de la parole, vers l'espace de l'esprit, pendant quelques secondes. Cette tranquillité intérieure, ce silence intérieur et cet espace intérieur va vous aider, va vous montrer comment agir depuis cette tranquillité, comment parler depuis ce silence et comment trouver des solutions depuis l'espace de l'esprit. Même juste quelques secondes, ça va changer toute l'histoire. Now, few other things as far as building the Maintenant, quelques autres aspects concernant la construction d'une communauté sacrée. Parfois, vous arrivez avec un bon cœur, une bonne intention et vous voulez aider la communauté. Et parfois, votre situation ne vous permet pas vraiment d'aider, soit pour des questions karmiques, ou bien pour des questions de circonstances, ou de timing, ou c'est peut-être pas le bon endroit, ou le bon groupe pour vous, c'est possible. Et comment est-ce que vous le savez? Vous le ressentez quand vous voyez des conflits, si vous ressentez des conflits avec l'enseignant, avec les administrateurs, avec le groupe, bien si vous ressentez des conflits avec l'attitude ou le comportement du groupe.
C'est possible. When that happens, et quand ça arrive, then you have to see yourself. Vous devez voir ça vous-même. Is it a place for me? Et vous posez la question, est-ce que c'est un endroit pour moi? Really like in this case, ou bien est-ce que dans ce cas, mes bonnes intentions, elles n'ont pas vraiment leur place ici? Et peut-être qu'il y a un autre endroit, peut-être à un autre moment, ce serait mieux. Et je pense que c'est très bien d'être conscient et au lieu d'essayer absolument et de créer des difficultés, des problèmes dans un groupe, alors qu'il y a déjà assez de confusion. C'est une bonne idée parfois de vous respecter vous-même et de respecter les gens et de devenir invisible, de disparaître dans le corps d'arc-en-ciel. C'est peut-être parfois plus utile. I mean, this is the nature of how it is. Anytime, I was just talking, recording this morning. Ce matin, je parlais et j'étais en train d'enregistrer et je parlais à un autre groupe. I think, as a human being, the criticism. En tant qu'être humain, you know, anytime when you criticize anybody, à chaque fois qu'on critique quelqu'un, à la fin, ça aide pas. Au final, ça aide pas. Quand vos bons conseils les ont pas aidés, comment est-ce que vos critiques peuvent les aider? Si les gens ne sont pas ouverts à votre opinion sincère, comment est-ce qu'ils pourraient être ouverts à vos critiques? Donc en sachant ça, ça vaut pas la peine de critiquer. Now, on the other hand, you know, people who are also in the sangha, who are working in the community working. Il y a d'autres gens qui travaillent aussi dans la sangha et dans la communauté. J'appelle ça la parole de douleur. Par exemple, quand vous êtes anxieux et il y a quelque chose qui sort de votre bouche, ça peut arriver. Mais par exemple, là, quand on parle de quelque chose de profond, quelque chose de méchant, de dire quelque chose de vraiment méchant par rapport à quelqu'un ou dire quelque chose de vraiment mauvais par rapport à quelqu'un d'autre qui apporte un manque d'harmonie dans la relation de ces personnes ou dans le projet, ça c'est vraiment la parole de douleur. Et c'est une parole qui crée du mal. Et au fond, je pense que personne n'a envie de faire ça. Si vous saviez à quel point votre parole de douleur crée des problèmes dans une communauté, je pense que personne n'aurait envie de le faire si on savait vraiment ce que ça fait. Mais parfois on le fait de manière inconsciente, spontanée, sans se rendre compte du mal que ça peut causer. Et il y a des gens qui le font sans être conscients de ça. Et je peux le dire moi-même. Et nous, en tant qu'être humain, je peux dire on le fait tous, à un moment ou à un autre. Mais des fois, on est plus ou moins conscient. Des fois, on est conscient et on le reconnaît et on change. On essaie d'arrêter de faire ça. Et il y a d'autres qui n'en prennent pas conscience et qui continuent à le faire. Donc c'est très important d'être conscient de notre parole de douleur. Parce que c'est un des obstacles, c'est un des pires obstacles dans la construction d'une communauté. Donc j'ai parlé de la parole de douleur, j'ai aussi parlé du corps de douleur. Parfois vous êtes en position d'aider une communauté, l'aider à se développer, à grandir. Mais parfois, ce que vous faites, ça ne marche pas. You somehow are becoming a problem
Et ça se peut que vous deveniez, vous, un problème pour les autres. Et alors, je parle là maintenant, je ne suis pas en train de me dire, voilà, je suis le maître, je connais toutes les réponses. Non, c'est pas ça. En fait, je suis juste en train de partager mon expérience. Et ma perspective, elle a changé au cours des années. Ce que ça veut dire pour moi de construire une communauté, comment travailler. Les choses ont changé et certaines choses, elles sont complètement à l'opposé de la manière dont je faisais les choses avant. Et même la finalité a changé. Donc moi-même, dans mon évolution, dans mon apprentissage, j'ai changé. Donc, quand vous sentez que vous devenez un obstacle pour quelqu'un ou pour quelque chose dans la construction d'une communauté, c'est très important d'en être conscient. Vous occupez l'espace et cet espace, il a besoin de clarté, de consistance, de constance. Et peut-être que vous ne l'avez pas. Peut-être que vous n'avez pas assez de feu, peut-être pas assez de clarté, mais vous occupez toujours l'espace. Et c'est aussi très douloureux d'être là, dans ce genre de circonstances, parce que vous êtes là pour faire quelque chose que vous ne faites pas, mais vous vous sentez aussi mal de ne pas faire ce que vous devriez faire. Et c'est très dur d'être dans cette position. Et c'est aussi difficile pour le groupe. Et si vous quittez cette position de manière digne, vous laissez cette situation pour quelqu'un d'autre, les gens vont vous respecter pour ça. Et c'est peut-être l'occasion de donner à quelqu'un d'autre une opportunité, l'occasion de permettre à un nouveau feu d'être là. Et ce résultat viendrait aussi de ce que vous avez fait vous avec votre conscience en décidant de partir. Donc donner de l'espace. Donc c'est important de pouvoir donner de l'espace aux autres si vous ne savez pas vous occuper cet espace comme il faut. Another issue, I think sometimes I feel is important also. Et aussi, les problèmes personnels ne doivent pas devenir un problème collectif. Des fois, il y a des gens qui ont des problèmes personnels avec un des membres de la communauté, par exemple un membre clé de la communauté. Si vous avez des problèmes avec un membre de la communauté, et ces membres de la communauté changent, ils ne sont pas permanents. Sometimes those situations, what they do, it's a personal problem with somebody. Si vous avez un problème personnel et que vous le répandez auprès d'autres personnes, ce problème personnel devient le problème de d'autres personnes, le problème de 2 personnes, de 4 personnes, et vous répandez vos problèmes dans toute la communauté. S'il y a des problèmes, s'il y a certains problèmes qui doivent être amenés au groupe parce que ça concerne plusieurs personnes, je comprends, mais souvent les gens font de leurs problèmes personnels des problèmes du groupe et c'est quelque chose de très dommageable. And also on the contrary, sometimes if there is some et parfois, au contraire, s'il y a un problème qui concerne le groupe, ça ne devrait pas affecter notre pratique personnelle. Et ça arrive souvent, je vois ça souvent. Une personne qui a reçu des enseignements, des pratiques, qui pratique depuis longtemps et qui ne s'entendent pas avec certains individus, avec une certaine situation. Du coup, ils abandonnent leur pratique. Ils ont toujours ressenti que tout était beau, tout était magnifique, les pratiques, les gens, et tout à coup, vu qu'ils ne s'entendent plus avec la communauté, ils se disent « Ah non, mais en fait, il n'y a rien qui était vrai. »
Et à ce moment-là, en fait, ils coupent les liens avec tout le monde, pas seulement la communauté, mais aussi la pratique. Et ça, c'est très triste. Donc il faut avoir la capacité de distinguer sa propre pratique spirituelle et son engagement spirituel, distinguer ça de l'organisation et des personnes. Il faut garder ça séparé. C'est très important d'abord pour sa propre croissance spirituelle. Vous ne voulez pas laisser ces problèmes de la communauté affecter votre pratique. Yeah, so I think maybe I'm quite sure maybe there are questions here. J'imagine qu'il y a des questions du groupe ici. Particularly, I know like parce que the Sangha members or like people who are trying to, build the. Je sais qu'il y a des membres de la Sangha ou d'autres personnes qui essaient de construire une communauté et qui ont besoin de conseils. Donc si vous avez quelque chose à partager aussi, vous êtes bienvenue à partager votre expérience ou bien si vous avez des questions à poser. Okay. So we have about 400 computers. Donc il y a environ 400 ordinateurs qui sont branchés. Watching. So again, I'm very happy to do this. Donc je suis très content de pouvoir faire ça à nouveau. Et ça arrivait un peu plus fréquemment ces derniers temps, donc je suis très content qu'on puisse faire ça. Organization mentality and still keep the organization strong. The best way to stay away from the mentality of the organization while still keeping. Donc la question c'est quelle est la meilleure manière de rester en dehors d'une mentalité de groupe et en même temps de garder l'organisation forte et saine. Je ne suis pas sûr exactement ce que ça veut dire, la question, mais j'ai une idée. As I have also been feeling, to creating too many organizations, absolutely unnecessary. Créer plusieurs organisations, c'est pas nécessaire. Si vous êtes capable d'organiser, de bien organiser les choses en ce qui concerne le Dharma, les enseignements, la logistique et tous ces aspects-là, donc je pense que c'est très bien. Mais si ça grandit et que ça, de manière administrative et financière, donc là vous êtes obligé d'avoir une organisation. Et quand vous avez ça, je me réfère aux principes que j'ai partagés tout à l'heure. Quand vous essayez d'être dans une organisation ou partie d'une organisation, c'est un groupe, c'est un espace collectif, c'est un service collectif. Donc personnellement, bien que j'ai créé plusieurs organisations, et j'essaie de faire de mon mieux pour en prendre soin, je ne m'identifie pas avec l'organisation. J'essaie simplement de servir l'organisation. Je vis dans ma maison
Et je vais seulement dans les centres les jours où j'enseigne. Et en dehors de ça, je vis dans ma maison avec ma famille et loin de l'endroit et de l'espace de la communauté. Je ne veux pas m'identifier complètement avec ça. C'est vraiment un endroit où je vais pour servir et pour aider, sans penser c'est à moi, ça m'appartient. Et je suis... C'est moi. Pas du tout, en fait. J'essaie d'amener différents maîtres. Et particulièrement pour les étudiants ou pour les gens qui sont dans les parties administratives, tout le monde devrait penser « je suis là pour servir ». Parce que c'est vrai, quand on va dans une organisation, à moins que ce soit devenu aussi votre job, la plupart du temps, les gens qui travaillent dans le Dharma, c'est plutôt un travail à temps partiel ou bien... Parce que les gens ont envie de servir. Donc on a vraiment envie de servir quelque chose, c'est un sentiment, un désir qu'on a en nous profond. Mais ce feu, cette intention est parfois pas assez fort. Si le feu est vraiment fort, vous ne vous préoccupez pas d'avoir un titre ou de gagner de l'argent. Vous avez juste envie de pouvoir servir, que ce que vous faites, ça puisse être bénéfique aux autres. Et ce sens de service, c'est vraiment très important. Une fois, je discutais avec quelqu'un et cette personne m'a expliqué comment c'était difficile de vivre dans un monastère. C'était un occidental. Il a dit c'est difficile de vivre dans un monastère en Inde. Et j'ai grandi dans un environnement complètement différent, une mentalité différente. Mais je ne suis pas venu ici pour me distraire. Je ne suis pas venu ici pour manger ou faire la fête. Je suis vraiment venu ici pour servir. Et je suis tout à fait capable de servir sa santé. Et je suis très heureux à cause de ça. Et le service, c'est ça. Donc quand on vient dans une organisation, et particulièrement quand on essaie de construire une organisation et qu'on essaie de s'identifier à ça, et bien c'est toujours un problème. Quand le je vient dans n'importe quel endroit, ça pose toujours des problèmes. Donc la question c'est qu'est-ce qui se passe quand dans un groupe il y a des gens qui arrêtent de pratiquer et que l'énergie de pratiquer elle est plus là. C'est une très bonne question. Et je vois ce genre de groupe tout le temps. J'ai aussi traversé ce genre de situation. Parfois, à certains endroits, ça ne vaut pas la peine d'essayer. Il faut juste lâcher, laisser tomber. Ne mettez pas trop d'énergie dans ces endroits. Mais c'est difficile de faire la distinction. De faire la distinction, est-ce qu'il faut amener plus d'énergie ou est-ce qu'il faut lâcher? Et quand vous ressentez que vous avez vraiment essayé tout ce que vous pouvez faire et que ça va nulle part, ben c'est peut-être le moment de lâcher. Et pratiquer vous-même. Et peut-être qu'il y a un autre endroit où vous ressentez plus d'énergie et d'envie de pratiquer.
Donc la question c'est comment trouver la bonne communauté sacrée. C'est une question difficile. Chaque personne vient d'un endroit différent, d'une culture différente, d'une éducation différente. Et ce que ça veut dire pour vous, une communauté sacrée, c'est autre chose. Donc c'est très difficile de répondre à cette question de manière générale. Mais de nos jours, avec Internet, avec les sites web, à l'époque au Tibet, on devait voyager pendant un mois pour trouver une communauté, après encore un mois dans un autre sens pour trouver quelqu'un, alors qu'aujourd'hui vous pouvez regarder sur Google, regarder ce que différentes communautés font et voir si ça pourrait vous correspondre, et là vous pouvez aller les contacter et voir si ça correspond vraiment. Alors peut-être que c'est un bon endroit pour vous, vous pouvez faire vos expériences. Et à part ça, c'est difficile à dire. Donc j'ai pas vraiment de conseils particuliers à part d'aller regarder sur Google. Quelqu'un demande comment on définit la parole négative. Yeah. So it's a very good question. So somebody asking when the situation is. Donc quand la situation est telle. Quand la situation demande en fait que vous vous exprimiez parce que votre voix peut être importante, elle peut être bénéfique, et même si ça paraît peut-être négatif, en fait ça demande voilà, comment on définit la parole de douleur. Donc la façon dont je définis, fundamentally lack clarity and awareness. Donc la parole de douleur manque fondamentalement de clarté et de conscience. Elle est menée par nos habitudes, notre inconscient. En fait, vous ne planifiez pas de dire quelque chose, ça vient. Des gens, par exemple, qui se plaignent. Est-ce que vous pensez vraiment que ces personnes-là planifient et se disent « Ah ben voilà, demain, je vais voir Steven et je vais lui parler pendant une demi-heure de toutes ces choses horribles ». Est-ce que vous pensez vraiment que cette personne, elle a planifié tout ça? Non. Cette personne, spontanément et sans effort, inconsciemment, elle dit toutes ces choses. Et ça, c'est la parole de douleur. Et on sait clairement quand la parole de douleur vient. Il y a une sorte de son qui nous dit que c'est déconnecté, perdu, perturbé. Quand la voix, quand il y a une voix qui s'élève, qui est vraiment... a level of openness there. You see a level of respect there. You see a certain level of the warmth there. On peut avoir aussi une opinion qui est contraire à quelqu'un, mais quand la voix sort, on peut sentir une chaleur, du respect, de l'ouverture, et ça c'est différent. Donc dans une situation où vous intervenez et il y a de l'ouverture, même si vous n'êtes pas d'accord, vous ressentez que c'est différent parce qu'il y a cette ouverture, cette chaleur, cette conscience. Et ça se peut que la personne en face le prenne comme si c'était contre elle, mais au bout de quelques temps, elle va l'entendre. Parce que c'est une parole qui est bienveillante. Parce qu'elle était pleine d'ouverture, de conscience et de clarté. Et quand vous essayez de dire quelque chose,
Par exemple, un parent qui essaie de donner un conseil à son enfant ou un enseignant qui essaie de donner un conseil à un élève ou un ami, à un autre ami. On sait quand ce conseil il a vraiment sa place ou non. Si vous ressentez des difficultés par rapport à ce que vous avez à dire et que ça ne marche pas, c'est peut-être bien d'être conscient de ça. Peut-être que vous devez être plus ouvert. Peut-être que vous devez leur donner un peu plus de temps pour respirer, plus d'espace pour qu'ils puissent trouver des solutions eux-mêmes, mais pas donner constamment des conseils. Mais quand vous ressentez que c'est le bon moment et que quelqu'un vous le demande, pas que vous êtes en train d'imposer quelque chose à quelqu'un, mais que quelqu'un vous demande de l'aide, vous allez à l'intérieur de vous, vers cet espace d'ouverture, ce silence, cette chaleur. Et depuis là, de manière très douce, permettez à la parole et à l'imagination de venir et de communiquer ce qu'il y a à communiquer. Encourage all members of the team to give creative input to the team's project and not just rely on the leader's ideas. So how can the leader encourage all the members to give creative input? So the question La question c'est comment est-ce qu'un meneur de groupe, donc le leader d'un groupe, peut encourager le groupe à trouver des idées créatives et de l'énergie créative plutôt qui dépendent toujours du leader. C'est une bonne question. Je pense que c'est très important dans la communauté sacrée. Ces 2 derniers jours, j'étais en train de réfléchir et je pensais au Tibet. Au Tibet, à l'époque, le lama est plus important que le dharma. Et je me disais, c'est pas juste, le lama ne doit pas être plus important que le dharma, que les enseignements, que la pratique. Parce qu'on parle de lamaïsme au Tibet, dans le sens où le lama il a pris trop d'importance. Mais si quelqu'un le ressent vraiment, il peut voir son lama comme le Bouddha, j'ai pas de problème avec ça. Mais parfois, il y a trop d'importance qui est placée sur le lama. Donc en fait, je pense que le point de focus ne devrait jamais être sur une personne. Ça ne devrait jamais être sur un individu. Ça devrait être vraiment sur un espace collectif et une sagesse collective et une finalité collective. Through the wakefulness, whatever that group is doing to awake other people, that is the collective purpose. Donc le but collectif, c'est vraiment d'ouvrir tout le monde. Il ne s'agit pas d'un individu. Donc en tant que leader, il faut simplement donner plus d'espace. Donner plus d'espace aux autres. Et parfois, je le sais dans mon expérience, des fois c'est dangereux, des fois c'est pas le bon moment, et il y a des gens un peu fous qui viennent, des gens un peu charismatiques et qui ont des opinions fortes et qui sont manipulateurs et qui créent le chaos. Mais quand la communauté est assez saine et prête, c'est très important de donner beaucoup d'espace pour que chacun puisse se trouver eux-mêmes comme des enfants. Des fois,
les enfants, ils arrivent à se trouver mieux si les parents partent. Donc, je pense que donner beaucoup d'espace est très important. So it's a very good question. The question is when the La group question has c'est quand le groupe il a des problèmes entre des différentes personnes dans le groupe, est-ce que c'est mieux de l'amener au sein du groupe ou bien est-ce que c'est mieux de le résoudre un à un? C'est une question très difficile à répondre parce qu'il y a tellement de circonstances différentes. Et dans certaines situations, ce serait très important peut-être de l'amener au sein du groupe et dans d'autres circonstances, ce serait mieux de ne pas l'amener au sein du groupe parce que c'est plus facile de le résoudre de manière individuelle. Comme je l'ai dit avant, les problèmes individuels ne doivent pas devenir le problème du groupe, mais si le problème en deux personnes, c'est un problème du groupe, alors ça doit être amené vers le groupe. Le problème en deux personnes, si c'est seulement un problème entre ces deux personnes, ça doit être résolu entre ces deux personnes. Is it better to develop some projects individually until they are ripe, rather than trying to do it all together all the time? So maybe begin a project quietly, because sometimes fear, control, and other obstacles can make it so things just don't happen. So the question is, should somebody start a project individually sometimes? Je ne suis pas très sûre de comprendre la question, mais la personne demande est-ce que c'est mieux que quelqu'un commence un projet de manière individuelle parce que souvent dans un projet il y a beaucoup de peur et si on le partage déjà dans un groupe ça pourrait créer des obstacles. Si ça c'est vraiment la question, je dis oui, en fait vous êtes en train de répondre à votre propre question. S'il y a beaucoup de peur liée à ce projet, c'est peut-être mieux de travailler sur vous-même et avec vous-même avant, à moins qu'il y ait un groupe de personnes qui est vraiment désireuse de vous aider et de travailler à travers la peur en tant que projet de groupe. Et dans ce cas-là, on peut explorer ce projet avec un groupe. Mais sinon, c'est peut-être mieux de faire ça vous-même. Resistance, any particular resistance? So this question is again a difficult question to answer. I'm not understanding fully the question. C'est aussi une question difficile. Et je ne suis pas sûre de comprendre complètement la question. La question c'est si je suis l'enseignant et que l'élève résiste, comment est-ce qu'il faut travailler avec ça? The difficult part me to answer that question is, I think, what they're resistant of. Ce qui est difficile pour moi, c'est que je ne sais pas quelle est la résistance, à quoi ils résistent. Donc sans savoir ça, c'est très difficile de répondre. En général, personnellement, en tant qu'enseignant, je préfère enseigner aux gens qui n'ont pas de résistance à m'entendre. S'il y a des gens qui ont des résistances à m'entendre, je leur dis allez vous reposer à la plage, ça vous amusera beaucoup plus que de m'écouter. Donc je préfère ne pas avoir des gens qui résistent à m'écouter. Peut-être qu'il y a des endroits qui sont mieux pour eux.
à moins qu'ils arrivent à travailler avec leur résistance, à être ouverts. Parce que la résistance est quelque chose de difficile à porter. Mais si vous pensez à la chose la plus lourde que quelqu'un porte dans ce monde et au samsara, c'est la résistance. Tous d'entre vous qui êtes en train de m'écouter maintenant, regardez votre vie. Il y a une résistance. Vous verrez une résistance à la vie, au travail, à la nourriture, à la santé, par rapport à quelqu'un. Il y a une résistance. Et c'est très lourd. Et si vous vivez avec cette résistance, c'est très lourd. C'est le corps de douleur. On sait très bien quand on est au fitness, quand on fait de l'exercice, quand on court, j'essaie de regarder la distinction entre le mouvement physique et la résistance de mon esprit, et c'est très intéressant à regarder. Parce que courir, c'est fun. Par contre, avec la résistance de l'esprit, ça devient un problème. Donc si vous arrivez à lâcher la résistance, le corps, il aime bouger. Mais avec la résistance, c'est une autre histoire. Mais avec la résistance, quelques mouvements que ce soit, c'est difficile. Donc voilà, c'est peut-être une réponse un petit peu trop longue pour cette courte question, mais ok. So the question is the comment that I was making earlier, that personal problem making as a group problem. So somebody is asking. La question est pour ce commentaire que j'ai fait tout à l'heure par rapport à rendre les problèmes personnels, à faire des problèmes personnels un problème de groupe. Quelqu'un a demandé une explication un peu plus détaillée. Wanting to belong somewhere, because in a way, in the building community is very much the reason why we go there. We wanted to belong somewhere. We wanted to be part of something. On a tous besoin d'appartenir à quelque chose. Et la raison pour laquelle on va dans une communauté, c'est parce qu'on a envie d'appartenir à quelque chose, d'être partie de quelque chose. Et particulièrement, on va se faire partie de l'endroit où on pratique. Mais parfois, ça devient plus que notre pratique. Ça devient plus un endroit où vous voulez où votre ego a envie d'appartenir. Et en fait, avec ce genre d'intérêt, l'intérêt de l'ego d'appartenir à un groupe, quand vous entrez dans un groupe, c'est plus important pour l'ego d'appartenir, de posséder. Je dois être proche du maître, je dois être proche du pouvoir, et il y a moins d'intérêt pour la pratique. Et en fait, vous oubliez pourquoi vous êtes venu dans cette communauté. Et quand ça arrive, souvent ces personnes n'ont pas de succès, elles rencontrent beaucoup de difficultés. Et quand elles rencontrent des difficultés à cause de ça, elles rencontrent ces difficultés avec d'autres individus qui ont peut-être les mêmes genres de difficultés. Et en fait, elles entrent en conflit avec ces personnes. Mais peut-être que l'autre personne, elle est un peu plus habile. Donc peut-être que la personne B, elle est plus habile que la personne A. Et du coup, la personne A, elle amplifie le problème. Par exemple, il y a des gens qui ont rencontré des conflits avec moi parce qu'ils ont rencontré des conflits dans un groupe, et c'est très difficile d'avoir cette position. Si le maître
Si le maître demeure silencieux, c'est un problème. S'il fait des commentaires, ça peut aussi être un problème. Parce que le problème, c'est vraiment lié au processus individuel et personnel de chacun, et chacun doit trouver en lui la solution. That how one person brings a lot of negativity to all the other people who are like just beautifully fresh and clear. Et c'est quelque chose de triste de voir comment une personne peut apporter de la négativité à toutes les autres personnes qui viennent de manière fraîche et claire, avec enthousiasme, qui essayent de grandir avec leur pratique. The question is what kind of attitude toward your teacher? I think the attitude toward your teacher is et quelle est l'attitude que devrait avoir un étudiant par rapport au maître Bon? So not to, si c'est possible, mix with one's personality. C'est de le tenir. So basically, like for example, not to think your teacher is your. Ne pas mélanger avec des choses personnelles, le tenir dans un endroit haut et pur. Par exemple, ne pas penser que votre maître est votre amant, ou votre mari, et vous pouvez être ami avec lui, mais pas de manière normale. C'est pas votre partenaire dans un business, c'est pas votre thérapeute. Donc vous n'essayez pas de construire avec votre maître ce genre de relation parce que votre maître n'est pas. Si vous avez besoin d'un voisin, alors allez trouver un voisin. N'essayez pas de faire de votre maître un voisin. Je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah ouais, j'aimerais vous donner cette propriété si vous promettez de déménager à côté de chez moi. » Et là, ils ne cherchent pas un maître, ils cherchent un voisin ou d'autres choses. Il y a des gens qui tombent amoureux de leur maître et ce n'est pas la bonne personne. Mais des gens qui attendent que le maître soit tout le temps disponible. Et c'est pas juste. Il faut que vous relationniez avec le maître de manière beaucoup plus spacieuse. Par exemple, moi, quand je vais au Népal pour rencontrer mon maître, j'ai grandi avec mon maître depuis l'âge de 10 ans. Bien sûr, quand j'avais 10 ans, j'avais besoin de lui. Il y avait un genre de relation père-fils, mais ce n'est pas parce que je recherchais un père. Et au cours des années, la dynamique a changé. Mais mon maître, c'est toujours mon maître. C'est la personne qui m'a aidé à grandir. Pas comme un père, mais c'est une sorte de sentiment de père, mais plutôt comme un maître. Le maître est au-delà de l'espace et du temps. Et quand le maître meurt, ça ne devrait pas affecter. Et quand votre maître n'est pas au même endroit que vous, ça ne devrait pas vous affecter. Et si vous n'entendez pas le maître de manière régulière, ça ne devrait pas vous affecter. Si ça ne vous affecte pas, ça veut dire que vous avez la bonne relation avec le maître. Peut-être que vous avez reçu assez et vous n'avez pas besoin forcément de recevoir plus. Si vous le pouvez, c'est un luxe. Mais si vous n'avez pas la possibilité, ça ne vous affecte pas. Et alors ça veut dire que vous avez une bonne relation avec le maître. Si l'absence du maître, si le fait de ne pas l'entendre, ça vous affecte, ça veut dire que vous n'avez pas une bonne relation avec votre maître et vous avez peut-être besoin d'un voisin ou d'un ami.
So the question is that Philip Tillinger Rinpoche, the main teacher in Menri Monastery, in one of his teaching, he was talking about the trusting teacher. La question c'est que teacher. The question from this person is it not un teaching récent, un enseignement restant, in the group who are leading because they are in a role to lead? Yes, of course. I think. Est-ce que c'est important de faire confiance aux leaders du groupe? Everybody in our life. When you the meaning of trust is not oui, always absolument. A real meaning of trust is not always Il faut faire confiance à tout et à tout le monde dans nos vies. La signification de la confiance, la vraie signification de la conscience, c'est de ne pas dépendre du résultat. Quand quelqu'un dit voilà, j'ai confiance en la vie et la vie doit me donner tout ce que je veux, c'est pas de la confiance, c'est une exigence, une attente. Donc si vous faites confiance à quelqu'un, donc vous avez juste confiance, vous ne demandez pas de cette personne. Donc cette façon de faire confiance, ça permet aussi à l'autre personne de manifester ses qualités. Donc faisons confiance aux leaders et faisons confiance les uns aux autres. Et soyez ouverts de manière authentique les uns aux autres. Et c'est seulement possible d'être ouvert quand on fait confiance. Si on ne fait pas confiance, on ne peut pas être ouvert. Donc c'est deux choses qui viennent ensemble. Donc je vous encourage vivement à faire confiance non seulement aux maîtres, mais aussi aux leaders de l'organisation, ceux qui travaillent pour le groupe. Une dernière question, ensuite on va arrêter. So the question is that can one be part of the community, particularly referring to one of the Tibetan spiritual community, without getting trapped into the cultural form? La question c'est comment faire partie d'une communauté, et particulièrement la communauté spirituelle tibétaine, sans être pris par les pièges des formes culturelles, par exemple les visualisations, les prières et tout ça. Si vous pensez que les prières et la visualisation sont un piège, moi je pense qu'il y a un problème là. Parce que si on parle d'un piège, tout peut être un piège, ou tout peut être libération, source de libération. Donc en fait, en général, si vous pensez que les prières et qu'une forme particulière de prière ou des visualisations sont un piège, je pense que ce n'est pas la bonne manière de voir les choses. Si vous dites je ne comprends pas, et alors vu que je ne comprends pas, est-ce que je peux pratiquer d'une autre manière? Je vous répondrai oui. Peut-être qu'il faut une autre manière de vous engager par rapport au groupe. Vous n'avez pas besoin forcément de suivre toutes les petites choses qui font pas sens pour vous. Et si vous avez l'impression que ça ne fera pas sens pour vous, il y a d'autres manières dont vous pouvez faire partie de la communauté. Donc il s'agit vraiment de l'ouverture, il s'agit de la chaleur du cœur. C'est quelque chose d'universel, ça n'a rien à voir avec la culture, c'est des qualités au travers desquelles vous pouvez pratiquer.
Quand vous êtes vraiment capable de manière authentique de faire partie de ça, dans cette ouverture, dans cette chaleur, dans cette conscience, votre opinion par rapport au fait que les prières et les visualisations sont des pièges va changer. Vous vous direz, ah ben voilà, ces visualisations, elles sont beaucoup mieux que tout ce que je m'imagine d'habitude dans mon samsara. C'est parce que vous avez une ouverture par rapport à ça, parce que vous développez une chaleur par rapport à ça. Donc avec ça, je vais mettre fin à ce webcast.